Bonjour tout le monde. Alors, on va commencer la conférence de presse. Juste avant, quelques petites consignes, parce qu'on est quand même nombreux et nombreuses. Alors, première des choses, si vous pouvez fermer, éteindre ou diminuer le son de vos cellulaires. Deuxièmement, pour les participants et participantes, après la conférence de presse, à midi, il va y avoir le dîner qui va se tenir à l'extérieur. La première présentation de la vidéo sur la commission va avoir lieu à 13h. Messieurs, dames des médias, vous êtes les bienvenus pour venir visionner cette superbe vidéo aussi. Pendant la première présentation, il y a des participants et participantes qui vont aussi faire la visite des HLM. Et aussi, on aimerait que pendant la conférence de presse, que les questions soient réservées aux journalistes. Pour les participants et participantes, si vous avez des questions à nous poser à nous ou à d'autres personnes qui ont participé aux audiences, vous pourriez nous les poser là, en dehors. De toute façon, il va y avoir la période après la présentation de la vidéo pour poser des questions puis intervenir. Alors, bienvenue tout le monde à cette superbe conférence de presse sur les suites de la Commission populaire itinérante sur le droit au logement. Juste rappeler que la Commission populaire a été une initiative du FRAPRU, le Front populaire en réaménagement urbain, à son dernier congrès de juin 2012. La Commission a eu 19 audiences dans les 17 régions administratives du Québec, dont en Montérégie ici. Au total, il y a eu 361 témoignages d'organismes et d'individus, dont une trentaine ici en Montérégie. Pour la suite des choses, il y a François Giguère, directeur général du Comité logement Rive-Sud, qui va prendre la parole en premier. Ensuite, Julie Leblanc de la Virevolte. Ensuite, il va y avoir moi. Et ensuite, il va y avoir Mme Alexa Conradi de la Fédération des femmes du Québec, qui a été commissaire durant les audiences, dont celle de la Montérégie. Et elle pourra vous dire, dans ses mots, ce qu'elle a ressenti et vu et entendu surtout durant cette audience-là. Donc, je passe la parole à François Giguère. Alors, bonjour tout le monde. Une des recommandations du rapport des commissaires qui ont fait la tournée avec la Commission populaire itinérante pour le droit au logement, c'est qu'il y ait une construction urgente de beaucoup plus de logements sociaux. Quand on dit urgent et de beaucoup plus, on ne parle pas du 3000 logements sociaux qui se fait année après année. On parle de beaucoup plus grand nombre, parce qu'actuellement, 3000 ne réussit pas à combler les besoins, ou même réduire les besoins qui sont immenses et qui ont été constatés partout au Québec. Si on parle localement du manque de construction de logements, on peut nommer quelques chiffres qui vont nous donner une bonne idée du déséquilibre qu'il y a entre le secteur privé qui construit des condominiums et qui construit très peu de logements locatifs. Dans le locatif, il y a un petit peu de social, il y a un petit peu de privé, mais il n'y a presque pas de construction de logements dans la région. Par exemple, en 2012, il y a seulement, dans la région de Longueuil, il y a seulement 62 nouveaux logements qui ont été construits. Hein, on sait qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de locataires à Longueuil. Il y a plusieurs milliers de locataires qui cherchent un logement de meilleure qualité ou plus abordable. Il y a seulement 62 logements qui ont été construits à Longueuil. Pendant ce temps-là, il y a eu 852 condominiums qui ont été construits. Alors, c'est 14 fois plus, c'est bien ça, 14 fois plus de condos qui ont été construits. Quand on construit des condos, bien, on prend des terrains, hein, sur lesquels on aurait pu construire des logements sociaux, on les enlève, on les prend, on les donne au privé pour que des gens qui ont des bons revenus puissent aller se construire ou aller se loger là. Ailleurs en Montérégie, non, en fait, là, je vous ai donné les chiffres de 2012. En 2013, pour les 3 premiers mois, à Longueuil, il y a 3 logements qui ont été mis en chantier. Alors, seulement 3 logements, c'est presque rien, là. C'est probablement un triplex à quelque part. Pendant ce temps-là, il y a eu 189 condos qui ont été mis en chantier à Longueuil. Alors, on n'est vraiment pas du tout dans une démarche qui va remplir les besoins des locataires à faible et modeste revenus. Ailleurs, sur la Rive-Sud, il y a eu, dans les premiers mois de 2013, à peine 10 logements qui ont été construits, alors qu'il y a eu 169 condominiums qui ont été mis en chantier. Alors, on voit vraiment là, que le marché du condominium prend toute la place
et le marché de la construction de logements locatifs pour des personnes à faible, modeste et même moyen revenu, ça, c'est pratiquement rien. Pendant les années précédentes, on se faisait dire qu'il y avait plus de logements qui étaient construits. C'était généralement des logements pour personnes âgées. Dans les 5-6 dernières années, il y a eu beaucoup de construction de logements pour personnes âgées avec des loyers très, très élevés par le secteur privé qui voulait louer des unités de logement très petites à 900 $, 1000 $, 1100 $, souvent pas de service. Alors, c'est clair que ça ne s'adresse pas aux locataires à faible revenu de notre région. Donc, on pense qu'il y a une nécessité d'avoir beaucoup plus de construction de logements et on voit clairement que le secteur privé n'est pas intéressé à combler ce besoin-là, ne s'investit pas dans ce domaine-là. Alors, ce que ça prend, c'est, puisque le privé ne le veut pas, et parce que le privé ne peut pas combler les besoins, c'est au logement social d'aller construire assez de logements pour loger tout le monde. Je vais conclure ma section à moi, puis passer la parole à Julie, en disant, dans l'audition qu'il y a eu à Longueuil pour la Montérégie, ce que le comité logement Rive-Sud avait mis dans son témoignage, c'est un chiffre qui me semblait assez important. Le nombre de logements sociaux qui manquent sur la Rive-Sud, pour qu'on ait autant de logements sociaux par 1000 locataires qu'il y en a en moyenne au Québec, il faudrait construire demain matin 1750 nouveaux logements sociaux. Il y a un manque sur la Rive-Sud, il y a un manque en Montérégie, comparativement aux autres régions du Québec, dont Montréal. Fait que juste pour être autant dans le trouble que Montréal, il faudrait qu'on ait 1750 logements de plus. Puis à partir de là, on pourrait dire, bon, ben là, on est tout égaux, puis il faut constamment construire. Il y a un manque à Montérégie, il y a un manque sur la Rive-Sud, et ça, il est temps qu'il y ait un grand chantier de logement social pour qu'on puisse combler ce manque-là. Merci, François. Alors, moi, je vais commencer d'abord en vous disant merci, en vous répétant encore merci d'être ici aujourd'hui et surtout d'avoir livré vos témoignages durant la commission. Merci d'être sortis de l'anonymat, de nous avoir livré vos dures réalités de votre vie quotidienne. Les recommandations du rapport qui sont ici, c'est vous. C'est vous et les centaines d'autres locataires qui ont témoigné à travers le Québec des difficultés qu'ils vivaient. C'est vous, mais c'est aussi toutes les autres à qui on pense, qui malheureusement, avec qui on n'a pas de lien, qui sont chez eux, qui vivent l'isolement, qui sont à bout de souffle, puis qui ne savent pas comment ils vont pouvoir s'en sortir. Les recommandations de la commission, pour nous, c'est vraiment un espoir pour toutes les personnes qui vivent des conditions d'habitation vraiment difficiles. Alors, on vous remercie beaucoup de vous avoir livré. Puis, pour avoir assisté à la commission, on sait comment c'était riche et c'était difficile pour certaines personnes de prendre la parole. Merci aussi aux commissaires qui ont été présents, qui ont donné bénévolement de leur temps. Merci d'avoir tendu la main aux mal logés. Merci d'avoir tendu l'oreille. C'est très apprécié. Moi, je vais vous parler particulièrement de 2 recommandations qu'ont fait les commissaires et qui sont dans le rapport. Vous ne serez pas surpris de ce que je vais vous parler. Je vais vous parler de 2 choses que vous êtes habitués aussi de m'entendre parler, parce qu'il faut continuer de taper sur les clous et parce qu'on a été entendu ici à Montérégie et d'autres villes aussi ont été entendues sur des difficultés qui nous ressemblent et qui nous rassemblent. Alors d'abord, je vais vous parler de la transformation des logements locatifs vers les condos. Coup de théâtre. Alors, dans le rapport que vous aurez la chance de lire, il y a une recommandation des commissaires qui revendique auprès du gouvernement québécois donc l'imposition d'un moratoire sur les conversions de condos, qu'ils soient divises ou indivises. Alors, nous, à la Virvole, puis les gens du comité logement, on applaudit très fort cette recommandation-là parce qu'on la porte ici. C'est une revendication qui est portée par le milieu ici, fait qu'on est content de voir qu'elle a été reprise au niveau national. Il faut se rappeler que depuis 2003, à Longueuil, on a perdu près de 3000 logements qui ont été transformés du logement locatif vers les condos. Plus particulièrement en 2011-2012, c'est 218 appartements qui ont été transformés. On l'a déjà dit, mais on va le répéter. Pour nous, chaque transformation de logement locatif vers des condos
c'est vraiment pour nous un vol. Pour nous, le droit au logement, c'est un besoin essentiel, le droit au logement. Puis on le prend comme si vous êtes en train de manger votre repas sur la table, puis on vient de vous l'enlever. Bien, pour nous, se faire enlever un logement, quand on vit dedans, bien, c'est un vol essentiel d'un besoin essentiel. Alors, on trouve ça vraiment scandaleux. Au nom du profit, au nom de la logique d'un système qui pousse des gens, qui pousse des propriétaires, qui pousse des villes à vouloir plus de condos, à enlever le droit fondamental aux locataires de garder le lieu dans leur logement. Alors nous, on trouve ça vraiment scandaleux. On essaie vraiment, là, à chaque fois qu'on voit des gens de la ville, on leur dit, tu sais, vous savez pas c'est quoi quand tu es un locataire à faible revenu qui doit quitter son logement parce qu'il n'a pas les sous. C'est un drame humain. Fait qu'on est content de voir dans les recommandations que ça a été repris. C'est sûr que pour nous, à la Virevolte, quand on parle de moratoire, on voudrait vraiment un moratoire qui interdit totalement. En tout cas, c'est des trucs qu'on va pousser. Nous, on veut vraiment qu'il n'y en ait plus de transformation. Pour nous, c'est zéro, divise, indivise. On s'en fout de ces choses-là. On dit on n'en veut plus. Des logements locatifs pour les personnes qui ont moins de sous, on en a assez perdu. Alors, c'est la première recommandation que je voulais vous parler. La deuxième sera la recommandation qui touche le Code du logement. Bien, vous le savez, l'insalubrité des logements ont 1000 visages. Souvent, ces visages-là, des gens qui vivent dans l'insalubrité, bien, c'est les vôtres. C'est les vôtres, vos visages, ou c'est ceux de vos voisins, c'est ceux de vos parents, c'est ceux de vos amis, de vos grands-mères. Puis, souvent, les gens nous demandent, mais pourquoi les gens qui vivent dans l'insalubrité, ils ne quittent pas leur logement? Pourquoi ils ne s'en vont pas et qu'ils n'en louent pas un autre? Bien, il faut être capable de faire les liens entre les choses. Les gens, ils ne restent pas parce que ça leur tente dans des conditions qui mettent leur vie et leur santé en péril. Hein? Vous en êtes tous convaincus de ça. Donc, les gens, ils restent parce qu'ils n'ont pas les moyens de déménager de chez eux. Et ça, pour nous, c'est vraiment scandaleux aussi. La ville de Longueuil, il faut se rappeler qu'il y a à peu près 2 ans, a adopté un code du logement. Un code du logement qui, malheureusement, ne protège en rien les droits des locataires parce qu'il n'est pas fonctionnel. Puis, on entend à tous les jours encore des gens qui dégradent leurs conditions de vie et de santé dans leur logement où il y a multiples problèmes d'insalubrité. Alors, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui est inacceptable. Alors, aussi, ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on a un code du logement à Longueuil. On n'en est vraiment pas content, mais on fait partie de la Montérégie. Et la plupart de toutes les villes de la Montérégie ne possèdent même pas de code du logement. Alors, on voit qu'il y a un travail très grand à faire. Et dans ce sens-là, les commissaires ont une recommandation qui demande auprès aussi du gouvernement provincial de faire un code du logement national qui serait imposé aux villes et que les villes devraient appliquer sur le territoire. Alors, vous comprendrez qu'on salue encore une fois beaucoup cette recommandation-là. Puis pour nous, la commission, c'est pas la fin de la lutte, c'est une étape importante. C'est une étape où on a connu des nouvelles personnes, où on s'est solidarisé avec des nouveaux groupes. On vous invite à rester vraiment les coudes serrés, de continuer de travailler ensemble, continuer à prendre la parole. Les locataires qui êtes sortis de l'anonymat, qui avaient pris la parole, c'est important. Il faut que vous continuez de parler de ce que vous vivez. Il faut qu'on continue de revendiquer, de prendre la rue, de manifester. Alors, en guise de conclusion, je vous dirais que nous, à la Virevolte, quand on parle de la commission, on parle des liens qui se sont tissés à travers le Québec, des liens qui sont vraiment importants. Puis on veut aussi le nommer, la commission est aussi passée sur des territoires autochtones et nous, on salue vraiment le passage et la solidarité qui a été fait avec les peuples autochtones du Québec parce que vous allez le voir tantôt dans la vidéo, ils vivent vraiment des conditions épouvantables là-bas, désastreuses. Puis c'est important qu'on les entende et qu'on se joigne à leur lutte et qu'on fasse la lutte ensemble. Donc, comme je disais, la commission a tissé plein de liens de solidarité. Des visages ont brisé l'anonymat. Des mots se sont dits et dévoilés sur des réalités qui étaient encore inconnues et tabous. Alors, merci à chacun et chacune de vous
d'être là et de faire partie de cette chaîne-là de solidarité, de dénoncement de conditions d'habitation et des conditions de vie qui sont vraiment importantes à dénoncer. Alors, je passe la parole à Jean-Claude. Rebonjour. La première chose qu'il faut mentionner dans le rapport, parce qu'on a parlé de quelques recommandations, je vais en souligner quelques-unes moi aussi, mais dans l'introduction du rapport, et ça a été quelque chose de marquant pour nous au FRAPRU, dans l'introduction, on dit qu'il y a une interdépendance des droits. Ce qui veut dire que lorsqu'un droit n'est pas respecté, comme celui du droit au logement, les autres droits sont affectés. Le droit à la santé, le droit à l'éducation, la capacité de vivre sa citoyenneté, de l'aspect tout démocratique des choses, parce que chacun des droits a une influence sur les autres, et ça, pour nous, ça a été comme un coup marquant du rapport, et c'est en introduction. On ne peut pas mettre ça en recommandation. Ça dit que si quelque chose n'est pas respecté, ça l'affecte les autres. Alors, et quand après ça, on lit les 21 recommandations, et on n'en fera pas de lecture des 21, mais quand on lit les 21 recommandations, on voit le lien. D'ailleurs, la première recommandation des commissaires, et c'est la preuve que c'est pas nous qui l'avons écrite, parce que nous, on aurait commencé par « on veut 50 000 logements sociaux ». Et là, c'est l'indépendance des commissaires, eux autres, qui ont dit la première des recommandations, elle n'est même pas sur le logement. La première recommandation a dit il faut augmenter la protection sociale des citoyens et des citoyennes. La protection sociale, c'est quoi? C'est l'aide sociale, c'est le salaire minimum, c'est la pension de vieillesse. C'est toutes ces petites mesures-là qui font en sorte que ça va peut-être améliorer un peu les conditions de vie des gens. Alors ça, pour nous, ça a été comme « wow! » OK, on a pensé à ça à mettre en premier, c'est quelque chose. Ça, c'est pour l'introduction et la première recommandation. Par la suite, le Québec comme le Canada ont signé dans les années 70 un pacte international sur les droits socio-économiques et culturels de l'ONU. Dans ce pacte-là, on y inscrit le droit au logement comme étant un droit fondamental. Ce droit au logement-là n'existe pas dans nos chartes à nous autres, québécoises et canadiennes. Ce que les commissaires recommandent, c'est d'inscrire le droit au logement dans la Charte québécoise. Et probablement qu'ils mentionnent uniquement la Charte québécoise parce que c'est de juridiction provinciale, l'habitation. Donc, une des recommandations, c'est de dire qu'il faut que ça soit inscrit pour obliger, pour faire en sorte de donner une volonté politique à faire respecter ce droit-là. S'il n'est même pas dans une charte, comment faire en sorte que l'ensemble des élus et l'ensemble de la population considèrent ça comme important. Autre recommandation, il y a beaucoup, les commissaires soulignent, parce qu'ils ont entendu beaucoup de choses, et ce ne sont pas des experts dans le logement, mais ils ont entendu beaucoup de choses. Il y a des règlements, il y a des programmes, il y a toutes sortes de choses par rapport à l'habitation, mais il n'y a pas de vision globale, il n'y a pas de vision cohérente, il n'y a pas de vision commune. Et ils disent, si on veut que le droit au logement, en plus d'être inscrit dans la charte, on sache où est-ce qu'on s'en va, il faut qu'il y ait une politique globale en habitation, une politique nationale en habitation, avec une direction. Savoir où est-ce qu'on s'en va, puis une politique non pas juste pour dire qu'on va faire ci, on va faire ça, mais avoir une vision commune dans l'esprit que le droit au logement se fasse respecter. Et ça, on trouvait ça intéressant aussi. Juste mentionner que par rapport à cette recommandation-là, dans le passé assez lointain, le FRAPRU avait déjà demandé une politique en habitation. Mais comme ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu le débat, en avril dernier, en Assemblée générale, les membres du FRAPRU se sont prononcés pour une nouvelle politique en habitation, et donc ça fait partie maintenant de nos revendications. Donc on s'est inspiré du rapport, et on va continuer à s'inspirer et à débattre dans nos instances pour voir qu'est-ce qu'on fait avec les recommandations, parce qu'on n'a pas de point de vue sur chacune des recommandations. En dernier, François l'a fait mention un peu, il manque de logements sociaux. Ce que les commissaires mentionnent, c'est qu'il y a très peu d'investissement de la part des gouvernements dits supérieurs, donc gouvernement provincial et fédéral, en matière d'habitation, et il faut beaucoup plus d'investissement pour faire en sorte que le droit au logement soit respecté, parce que, François l'a mentionné, le marché privé ne peut pas répondre aux besoins des mal logés, aux personnes à faible ou modeste ou moyen revenu, ce n'est pas possible. Au FRAPRU, oui, on revendique 50 000 logements sociaux,
Les commissaires n'ont pas chiffré. Ils ont juste dit que ça prend plus de logements sociaux et qu'il y a un déséquilibre entre le nombre de logements sociaux et le nombre de logements privés sur le marché locatif. Dans l'ensemble du Québec, c'est 11% du marché locatif qui est du logement social. Donc, c'est vraiment très peu. Il y a un déséquilibre total. Autre chose, nous sommes en année électorale au niveau municipal. Au Frappru, on souhaite ardemment que dans chacune des municipalités, la question du logement fasse partie des débats, qu'il y ait des engagements de la part des candidats et des candidates dans les mairies de chacune des municipalités, parce qu'il est inconcevable que dans une société où est-ce qu'il y a tant de ménages mal logés, que le droit au logement n'est pas respecté, que cet enjeu-là ne fasse pas partie des enjeux électoraux au niveau municipal. Et je passe la parole à Alexa Conradi. J'ai participé en tant que commissaire à cette commission itinérante et comme on a dit, je ne suis pas un expert du logement, je n'ai pas de connaissances plus approfondies, alors j'ai appris en fait grâce aux personnes qui sont venues témoigner. Et ce que je peux vous dire, c'est que finalement, on a l'impression, et je l'ai fortement l'impression, que le marché privé est un échec pour les personnes à faible revenu et qu'il y a un travail important à faire. Puis aussi, on a vu les difficultés que les gens vivent au quotidien et qui n'est pas connu de la population générale. La société donne l'impression que tout va bien, mais que, donc si on écoute les nouvelles, si on écoute les émissions de télévision, on a l'impression que les gens vivent bien, très bien, sans difficulté. Alors ce que nous on a vécu en vous entendant, c'est le fait qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles et j'avais envie de partager quelques histoires avec vous. Puis là, pour les gens qui vont peut-être se reconnaître, en fait, c'est surtout pour les gens qui ne vont pas se reconnaître dans les histoires que je dis là. Je ne veux pas vous dire que vos histoires ne sont pas importantes, c'est pour illustrer différentes histoires que ce qu'on a entendu, mais chacune de vos histoires ont été tellement importantes. Alors, il y a une femme, une mère monoparentale, avec un jeune enfant qui a des problèmes de santé parce que l'appartement est rempli de moisissures et de champignons. Et elle doit aller régulièrement à l'hôpital parce que l'enfant a un problème avec les poumons. Mais les médecins à l'hôpital constatent ça et ont l'impression qu'il y a peut-être un problème de responsabilité parentale et appellent le DPJ. Puis le DPJ intervient là-dedans pour dire que la mère monoparentale ne s'occupe pas assez bien de son enfant, mais elle dit j'ai essayé de faire respecter les conditions nécessaires pour soutenir un enfant, mais la régie du logement ne force pas le propriétaire de réparer le lieu. Puis elle n'a pas les moyens d'aller dans un autre appartement. Donc là, elle rentre dans un cercle vicieux où on lui donne l'impression qu'elle n'est pas une bonne mère, alors que c'est la régie qui ne sévit pas où il devrait sévir. C'est quand même terrible de faire ça, vivre ça à des personnes. On a rencontré des personnes qui avaient des problèmes de santé. Des problèmes de santé qui les ont amenés à ne plus pouvoir vivre dans le logement dans lequel ils habitaient depuis un bon temps et ils cherchaient un logement plus adapté à leur réalité aujourd'hui. Autant parce qu'ils ont perdu des revenus, autant parce qu'ils ont des problèmes de mobilité. Alors ils cherchent, mais ils ne trouvent pas. Alors là, ils doivent quitter leur quartier, leur ville, leur milieu, là où ils avaient développé des liens d'amitié, de travail, de vie commun, soit familial, soit des amitiés, puis là, quitter pour aller dans une autre ville ou village, loin de tous les gens qui les aiment et qui sont là aussi pour prendre soin d'eux. Et là, l'absence carrément de logement accessible pour des personnes en fauteuil roulant ou en perte d'autonomie, c'est assez important. Plusieurs nous en ont parlé. On a rencontré aussi des gens qui, on sait en ce moment que les conditions de travail, il y a une précarité, il y a du chômage, il y a des difficultés dans l'économie. Et il y a des gens qui, à un moment donné, connaissent une perte d'emploi. Et là, sont plus capables de payer le logement qu'ils ont. Et là, ils se cherchent un autre logement à moindre coût, mais ils ne trouvent pas. Alors là, ils se trouvent à vivre dans leur auto un certain temps. Puis là, essayer de trouver une place. Mais là, ils trouvent quelque chose qui est vraiment complètement poqué avec des propriétaires qui ne s'occupent pas du tout du milieu.
Et donc là, à la place d'améliorer leur situation, leur précarité s'étend parce que souvent ces milieux poqués-là, bien, les places sont sales, sont pleines d'insalubrité, puis les problèmes de santé commencent. Et donc, il y a un cycle vicieux dans lequel les gens vont se retrouver. On a entendu parler aussi de familles immigrantes qui subissent de la discrimination au moment de trouver un logement parce qu'on a l'impression qu'ils sont trop nombreux pour l'appartement, mais là, ou pas assez de crédit, histoire de crédit, ou bien qu'on a peur des personnes qui viennent d'ailleurs avec ce qu'on perçoit d'eux comme ayant des pratiques culturelles différentes et qui ne sont pas acceptées. Et donc là, trouvent carrément de la difficulté à se trouver un logement. On a entendu parler aussi de femmes qui si elles avaient de la difficulté à payer le loyer à la fin du mois, au début du mois, bien le propriétaire pouvait dire des choses comme bien si vous me faites un service sexuel, bien je vais vous pardonner le retard. Alors ça met le logement, l'accès à un logement fait en sorte que ça pousse des femmes à faire des choses qu'elles ne souhaitent absolument pas faire de leur vie. Et là, si je regarde la question des peuples autochtones, c'est pas quelques personnes, c'est le peuple entier qui est touché. Chez les Inuits, c'est pas juste quelques individus qui ont de la difficulté à se loger. Il y a un pourcentage tellement élevé que les gens doivent vivre en conditions tellement exiguës. Il y a plusieurs familles qui vivent dans un logement prévu pour une famille de 4 alors qu'ils sont 12. Et c'est pas juste une fois ou 2 fois ou 3 fois, c'est quasiment toute la communauté qui vit comme ça. Et donc, ça crée une détresse qui est socialisée. Toute la société est en détresse. Et là, on a des choses à faire. Donc, on a regardé tout ça. Puis, premièrement, j'aimerais dire aussi qu'on a été touchés tellement par la mobilisation des gens. Ici, dans la région, j'ai senti tellement une grande détermination, une participation, un engagement. Et ça, il faut vraiment le souligner parce que quand on vit des difficultés, c'est vraiment pas facile de passer au travers. Ensuite, c'est sûr, je ne répéterai pas, mais c'est nécessaire que les gouvernements prennent ces questions au sérieux. Il s'agit, ça fait maintenant de très nombreuses années que le gouvernement fédéral a cessé de financer l'ouverture de nouveaux HLM, alors qu'il y a une femme ici dans la région qui a témoigné du fait qu'elle, comme ma femme monoparentale en situation de pauvreté, le fait qu'elle a pu avoir un HLM, ça lui a permis de permettre à ses enfants d'accéder à une éducation, de manger adéquatement, d'aller à l'école et d'avoir accès à des activités sportives et culturelles, chose qu'elle n'aurait pas pu offrir à ses enfants si elle devait payer le prix du marché privé. Donc, j'ai été extrêmement touchée par l'expérience et puis je suis maintenant devenue une porteuse comme d'autres de la responsabilité de trouver des solutions. Merci. Merci. Et c'est... Je peux dire que je suis content qu'Alexa a terminé son témoignage avec cette dame-là qui vit dans un HLM, parce que ça sort un peu de tous les problèmes qu'on vit, que le droit au logement n'est pas respecté, mais quand quelqu'un trouve un logement adéquat et dans sa capacité de payer, ça fait en sorte que la vie de ces personnes-là change aussi. Et ça, c'est important à mentionner. On ne veut pas du logement social juste parce que c'est le fun d'avoir du logement social. On veut du logement social parce que c'est une façon concrète de faire respecter le droit au logement.